Bonjour et bienvenue dans 9e art. Aujourd'hui dans T'as lu quoi, on va vous parler d'Enfants au clair de lune. Et d'enfants au clair de lune. Il y a redondance. Oh, ce sera pas la première fois. Donc aujourd'hui, moi je voulais vous parler du Concile des arbres de Pierre Boisseri et Nicolas Barra. Donc Pierre Boisseri qui a fait La Croix de Cazenac, qui a fait Marseille, qui est essentiellement versé dans la bande dessinée réaliste à la base en tant que scénariste. Et Nicolas Barra, dont c'est la deuxième bande dessinée. La première, c'était Le Chant de Malpas avec Pierre Boisseri, justement, le même. Donc c'est la deuxième collaboration de ces deux auteurs-là. Au niveau de l'histoire, on va suivre l'enquête de Artémise Darcourt et Casimir Dupré, qui sont chargés d'enquêter sur un petit phénomène assez étrange, puisque des enfants retrouvés dans une forêt et récupérés dans un orphelinat se retrouvent toutes les nuits pour se palmolier à la lune. Et donc on va suivre cette enquête. Au niveau du scénario, Pierre Boisseri maîtrise parfaitement son scénario, puisque tout est véritablement bien posé et précisément à l'endroit où il faut. On va se rendre compte à la deuxième ou à la troisième lecture qu'il y avait des indices qui étaient distillés à droite et à gauche. Ce qui permet justement de relire la bande dessinée plusieurs fois pour essayer de trouver les petits indices, trouver les petites informations qui sont distillées. On a aussi quelque chose qui est assez original, présentation de chacun des deux personnages en une planche. Casimir Dupré et Artémise Darcourt sont présentés chacun en une planche, et en une planche on a les caractéristiques, les caractères principaux. Et au niveau du dessin et de la mise en page, on a un Nicolas Barra qui, malgré que ce soit sa deuxième bande dessinée, maîtrise parfaitement sa mise en planche, avec des lectures qui sont excessivement instinctives, avec des lumières qui sont travaillées de manière juste en permanence. C'est-à-dire qu'on a un jeu de regard avec des champs contre champs, d'une case à l'autre, voire d'une planche à l'autre, quand le contre-champ est sur la planche d'à côté, qui se répondent de manière parfaite. On va avoir un trait de personnage qui est très caractéristique, c'est-à-dire que on reconnaît la gouvernante au premier coup d'œil, on reconnaît les protagonistes principaux au premier coup d'œil. Mais là, pendant que je t'écoute et pendant que je feuillette, voilà, un premier coup d'œil comme ça, d'instinct, la couleur, le trait, ça me rappelle Loisel, Régis Loisel. Oui. Sur lequel on reviendra, c'est pas la question. Et je pense que c'est une influence Loisel plus qu'une école. Mais c'est vrai que quand j'ai lu au premier tour Le Concile des arbres, et même sur Le Chant de Malpas, on ressent cette inspiration de Loisel. Forcément, il a influencé toute une génération de dessinateurs. Donc ça se ressent dans le dessin de Barra, mais ça n'ôte rien à la qualité du dessin en lui-même. Pour une deuxième collaboration, on voit qu'ils aiment travailler ensemble, puisque Les Chants de Malpas reprenaient un petit peu cet univers et cette ambiance. Nicolas Barra avait sensiblement les mêmes dessins et les mêmes mises en case. Et c'est une histoire en un tome, mais j'ai bien envie de voir ce que peuvent donner les enquêtes de Casimir Dupré et Artémise Darcourt, si jamais il y en a d'autres. Donc sincèrement, allez-y. C'est une bonne histoire, c'est une bonne bande dessinée, et accessoirement Le Chant de Malpas est intéressant aussi à lire pour ceux qui connaissent ni l'un ni l'autre. Faites-vous plaisir. Et sinon, toi t'as lu quoi? Et on va rester chez Dargaud, une fois n'est pas coutume, moi je vais vous parler du Signe de la Lune de Bonnet et Munuera. Enrique Bonnet, le scénariste en France, n'est connu que pour cet ouvrage. Il n'y a pas eu de traduction, puisqu'il est espagnol, il n'y a pas eu de traduction de ses autres œuvres en France, donc malheureusement pour m'intéresser à ce qu'il a fait d'autre, ça a été compliqué. José Luis Munuera en France, on le connaît pour le spin-off de Sillage Nevis chez Delcourt, on le connaît pour Merlin, la série sur l'enfance de Merlin scénarisée par Johan Sfarl, enfance et comique. Et également pour quelques albums sur Spirou et Fantasio, donc un style très porté sur l'expression et l'impression de mouvement des personnages. Après, quand tu disais que c'était qu'il avait bossé chez Spirou, enfin chez Spirou Fantasio, ça se remarque que c'est une école franquin. Les nez ils sont ronds, les yeux ils sont larges, presque de la pure franco-belge quoi. Complètement. Après, ça reste magnifique quoi. Or ici, on est certes dans un conte,
mais un conte pour adultes. Déconseille fortement la lecture de cet ouvrage aux enfants les plus jeunes. Et le signe de la lune s'inspire de contes ibériques. Pour preuve, ça se passe dans les années 20, dans un petit village espagnol, et deux jeunes garçons se disputent les faveurs d'une jeune fille, Artémis, qui a l'air d'être fascinée par la lune sans qu'on sache pourquoi. Et le peu d'adultes qui vivent dans ce village interdisent formellement aux enfants de se rendre à la tour du fou et au puits du monstre. Et évidemment, très tôt, ils vont s'y rendre, et ainsi se déclenche l'histoire. Histoire que je ne pourrais pas plus déflorer ici, puisque à mi-parcours de l'ouvrage, il y a un parti pris narratif assez fort, qui moi personnellement, à la première lecture, m'a fait fermer la BD, la poser sur le coin et reporter ma lecture à plus tard, le temps de me remettre. C'est tout sauf enfantin. C'est-à-dire que la première partie de l'histoire, au-delà de la présentation, etc., les failles et la détresse des enfants se répercuteront plus tard sur des vies d'adultes et de façon souvent très très étonnante. Et il y a une pagination qui renforce cet aspect cauchemar éveillé. Il va y avoir des planches où l'action va être surdécoupée entre 10 et 20 cases la planche pour bien déstructurer chaque mouvement, et à côté de ça des doubles pages extrêmement amples. Quand on arrive pour la première fois sur la tour du fou ou le puits du monstre, c'est une case de cauchemar, c'est un cauchemar éveillé. Tu vois, par exemple, ça se voit, ne serait-ce que graphiquement, dans ces niveaux de gris et de noir et blanc très 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 travaillés sur la profondeur, sur le filtre. Le noir et blanc donne une texture, donne presque, j'ai envie de dire, un goût à chaque case, à chaque ambiance, et renforce vraiment ce côté de conte noir, presque sadique. Jamais larmoyant, c'est d'une subtilité et d'une poésie qui est tout en retenue. Ça a abordé des thématiques propres à l'enfance, etc., mais dans le traitement, ça va constamment renvoyer à des problématiques d'adultes, mais de façon extrêmement subtile, jamais appuyée. Ça a été vraiment un ouvrage que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque complètement par hasard, et où j'ai juste été surpris de la justesse, de la poésie de l'ouvrage. Ça m'a juste bluffé. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. À la semaine prochaine. Et d'ici là, buvez bien.